Bonsoir. Alors la journée était déjà longue, donc on va commencer même un peu avant l'heure. La journée a été longue, vous avez sans doute assisté à beaucoup de conférences, mais là elle va se terminer en beauté avec Jean-François Sirinelli. Bon, est-il besoin de le présenter ici à Blois, un des pionniers de l'histoire culturelle avec Jean-Pierre Rioux, qui nous a récemment quittés, et Pascal Horry. Je crois que le livre dont il va être question, un peu tous vos travaux, vous préparez et vous légitimez à le parachever, à la fois vos travaux dans l'histoire politique de la France, l'histoire du XXe siècle de la France, l'histoire culturelle. Un moment, alors, tous les cagneux des années 80 avaient lu votre livre avec Pascal Horry sur le siècle des intellectuels. Et puis, vous êtes devenu aussi, dans ces dernières années, l'historien d'une génération dont il est beaucoup question récemment. Ce sont les boomers, dont il y a sans doute quelques représentants dans la salle. Alors, je voudrais que vous reveniez. On va parler donc de ce livre, Histoire de la civilisation française, chez Bouquin, parce que c'est un livre à part. C'est un livre à la genèse en 2, voire 3 temps, hein, je crois. Je crois qu'il vous accompagne depuis très longtemps, ce livre, d'une certaine manière. Vous le parachevez là. Vous arrivez après 2 mètres, et j'aimerais que vous nous parliez donc de ces 2 premières parties. Vous écrivez la 3e partie, la France d'aujourd'hui, les 85, 90 dernières années. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Comment il était né, cette histoire de la civilisation, et peut-être le replacer dans son contexte en 1960, puisque ça a été le point de départ de cet ouvrage que vous parachevez. Oui, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et de fait, comme le disait Monsieur Laurin, plutôt qu'un format conférence, il a souhaité, je suis tout à fait d'accord, un dialogue qui portera, je vous rassure, sur le thème que nous avions prévu, y a-t-il une civilisation française? Et comme le disait Monsieur Laurin à l'instant, l'idée de ce thème est partie de la parution au mois de mars dernier d'un ouvrage dans la collection Bouquin qui s'appelle « Histoire de la civilisation française ». Et il se trouve que ce livre d'histoire a une histoire. Et on m'invite, à juste titre, dans un premier temps, à décliner en quelque sorte l'identité historique de ce livre. Alors, ce livre est passionnant parce que moi-même, quand j'étais étudiant, il existait déjà depuis une quinzaine d'années et il était déjà devenu un classique. Alors, attention, en disant ça, je donne l'impression de le vieillir prématurément. Vous allez voir qu'il n'en est rien. Mais je reviens donc à votre question et à la genèse de ce livre. Dans les années 50, donc, 2 jeunes historiens, Georges Duby, médiéviste, et Robert Mandrou, moderniste, hein, ça c'est le vocabulaire des historiens, de la corporation des historiens. La médiévale, c'est jusqu'à la fin du XVe siècle, et l'histoire moderne, c'est jusqu'à la Révolution française. Donc, ces 2 historiens qui, à l'époque, n'ont pas la notoriété qu'ils auront par la suite, ils ont 35 et 33 ans, sont chargés par les éditions Armand Collin de faire une histoire de la civilisation française. Alors, à l'époque, la notion de civilisation ne pose pas problème. Elle ne pose pas problème parce qu'elle est installée au cœur de la réflexion des historiens. Nous parlons là des années 50. Il y a, vous le voyez, presque 2 tiers de siècle. Elle est installée au cœur de la réflexion des historiens. 2 indices. Le premier indice, c'est que la grande revue académique de l'époque, qui s'appelle les Annales, Économie, Société, Civilisation, celle qui avait été fondée par Marc Bloch et Lucien Febvre, vous voyez, a rajouté à la Libération. Marc Bloch n'est plus là, hein, il a été fusillé par les nazis donc en 1944, mais on a rajouté le mot civilisation, car les historiens sont en train, après l'économie, après l'histoire sociale, de s'intéresser, de tourner leur regard vers la notion de civilisation sur laquelle probablement on aura l'occasion de revenir. Et le deuxième indice, c'est que à la même époque, par rapport à la génération que je viens d'évoquer, qui est celle donc de Marc Bloch et de Lucien Febvre,
la figure de proue de la génération suivante, Fernand Braudel, qui est en ascension fulgurante à cette époque, hein, lui aussi réfléchit sur les civilisations. Il va publier quelque temps plus tard une grammaire des civilisations. Et d'ailleurs, il a tellement d'influence à cette époque qu'il va même peser sur les programmes du secondaire, puisque les plus âgés ici s'en souviennent, en tout cas c'est mon cas, en terminale, le programme d'histoire de terminale, dans les années 60, portait d'une part sur la France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était la première partie, et la deuxième partie, c'était les grandes civilisations, que personne n'avait le temps de faire, donc que moi-même, comme élève, je n'ai pas eu le temps de faire, et d'ailleurs, les instructions au baccalauréat étaient de ne pas interroger sur les grandes civilisations. Mais le fait quand même était significatif, on s'intéresse jusque dans le secondaire, jusque dans le programme de terminale, aux civilisations. Mais je reviens à votre question que je n'ai pas oubliée. Une génération Bloch-Fèvre, une autre génération Braudel, et enfin une troisième génération Duby-Mandrou. Georges Duby vient de terminer sa thèse. Il est professeur à l'université d'Aix-en-Provence. Robert Mandrou est le secrétaire général de la prestigieuse revue Les Annales, et un éditeur les met en contact avec comme objectif commun de traiter la civilisation française. Et donc là, je ne vais pas décrire par le menu la teneur de leurs propos, on y reviendra peut-être après, mais ce livre devient très vite non seulement un maître-livre, car je reste admiratif, je dois dire, devant les pages des deux hommes, mais notamment le style de Duby n'a pas pris une ride, hein. Et donc voilà deux hommes dans la force de l'âge, qui sont eux-mêmes des pionniers dans leur domaine respectif. C'est le moment où Robert Mandrou met en avant la notion de mentalité, hein, qui va ensuite nourrir la notion de représentation et être la souche de l'histoire culturelle. Ces deux hommes donc mettent leur sensibilité historiographique au service de ce projet. Et dès 58, et je termine, hélas, la première phase, je dis hélas parce que vous l'avez dit, il y en a trois, dès 58, le livre sort, et ça devient un classique, pas seulement en France, où on le lit notamment dans les classes préparatoires, mais aussi aux États-Unis et plus largement dans les instituts français à l'étranger, puisqu'on y enseigne la civilisation française. Première étape, j'irai plus vite sur les deux et troisième étape. La deuxième étape, c'est en 1984, un quart de siècle plus tard, l'éditeur Armand Collin éprouve la nécessité de rééditer cet ouvrage dans la collection U, qui est à l'époque une collection prestigieuse dans le domaine des manuels de l'enseignement supérieur. Et ils s'aperçoivent que ça s'arrête en 1939 et qu'on ne peut pas faire une civilisation française en décrétant, surtout la date de 1939, qu'elle s'arrête à la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, je suis jeune assistant d'histoire contemporaine à l'université de Nanterre. Je suis en train de terminer ma thèse sur les cagneux et normaliens de l'entre-deux-guerres, et donc je travaille déjà sur l'histoire intellectuelle, sur l'histoire qui ne s'appelle pas encore culturelle, et on me demande de faire 40 ou 50 pages de 39 aux années 80. Et je dois dire que pour moi, il y avait naturellement beaucoup d'humilité, hein, devant, et je le dis vraiment au premier degré, hein, à m'introduire dans cette cathédrale d'une certaine façon, mais je sais que les deux auteurs en étaient d'accord, qu'ils avaient proposé mon nom, et donc je rédige cette partie qui a été passionnante pour moi parce que je travaillais sur l'entre-deux-guerres, et d'un seul coup on me demande de réfléchir sur 39 à nos jours, au moment, les années 80, où se développe ce qu'on a appelé maintenant, ça va de soi, mais à l'époque ça n'allait pas de soi, l'histoire du temps présent. C'est-à-dire que l'historien est habilité à aller non pas jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à hier au sens propre du terme. Et donc, je rédige ces 40 à 50 pages, et j'en arrive, et j'ai terminé, à 40 ans plus tard, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, les éditions bouquins ont décidé, c'est le livre, monsieur, que vous avez sur la table, m'ont proposé, hein, une réédition avec tout le talent des éditions bouquins pour faire un livre, en quelque sorte. C'est toujours
de la belle ouvrage. Et donc, je trouve qu'en soi, le projet était formidable. Mettre un classique dans cette collection était une idée formidable à laquelle j'ai souscrit. On m'a dit, vous prenez, si vous voulez, votre texte jusqu'au 80 et vous le prolongez, ou vous réécrivez tout depuis 1939, c'est-à-dire vous faites un nouveau texte qui sera la dernière partie de ce livre. Et j'ai terminé en disant que c'est plutôt la deuxième solution que j'ai choisie, ce qui m'a donné le plaisir et l'honneur de prolonger la civilisation française jusqu'à nos jours. Alors, c'est pas 50 pages, là, c'est 300 pages. Vous avez montré que ce livre, il est né à un moment où la civilisation est dans sa gloire de concept. Il n'est pas contesté, et la civilisation française non plus. Elle est rayonnante. Et d'ailleurs, on ne parlera pas des deux premières parties de Duby et Mandrou, mais il montre un peu cette naissance à travers la construction de l'État français, ce rayonnement aussi qui se met en place. Pour qu'il y ait un bon usage du mot, civilisation, j'aimerais que vous nous expliquiez quel sens, qu'est-ce que vous mettez, quelle définition vous donnez aujourd'hui, et quand vous avez pensé ce texte pour le déployer, comment vous définissez la civilisation française ou non? Oui, vous avez raison, le défi était compliqué. D'abord parce que je reprends l'image de la cathédrale et donc la timidité, même 40 ans après, l'humilité, mais aussi parce que la notion même de civilisation a peut-être changé dans l'esprit des historiens. Je veux dire, quant à sa définition. Et surtout, peut-on faire, je parlais de la promotion de l'histoire du temps présent, mais elle est relativement facile à faire en histoire politique, qui est mon autre spécialité, mais en histoire culturelle, où nous sommes souvent sur des tendances lourdes, comment parler de la civilisation française d'aujourd'hui? Et entre les lignes, sinon de demain, en tout cas de formuler un diagnostic à défaut d'un pronostic. Alors, c'est compliqué, et c'est compliqué pour une troisième raison, c'est que il y a eu tout un débat depuis une quinzaine d'années sur même la notion de faut-il faire une histoire franco-française, une histoire centrée sur la France, ou est-ce que c'est pas une sorte d'artefact qui fait qu'il faut au contraire ouvrir et faire une histoire mondiale, faire toute une série de choses. Vous êtes au courant de tous ces débats qui ont d'ailleurs leur noblesse et qui sont passionnants. Je dirais que j'ai été pragmatique. Alors, vous allez voir pourquoi. Je ne revendique pas ça comme une qualité. Je fais simplement, si vous voulez, un constat de la démarche. Pragmatique, ça veut dire d'abord, quelle est la définition donnée par les deux auteurs précédents? Réponse, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'ils sont extraordinaires dans ce livre. Ils entrent dans le livre sans définir leur objet. Mais ils ont tellement de talent qu'on comprend au bout d'un moment ce qu'est cette civilisation française. Et je me trouve, et je vais répondre du coup à votre question, en adéquation avec leur définition, mais qui n'est qu'implicite. Jamais dans ce livre, ils ne théorisent. Alors, maintenant je viens à ma propre réponse. Il y avait deux choses à éviter. La première, c'est ne manier ni la gomme ni la gamme. La gomme, c'est de barrer toute une série d'éléments, on y reviendra peut-être dans la discussion, qui quelquefois sont, de même qu'on dit l'Adret et l'Ubac, sont la partie sinon sombre, en tout cas moins ensoleillée de la civilisation française. Donc l'historien ne doit pas manier la gomme, ça n'est pas sa vocation. Après, il a sa sensibilité, mais il doit retenir sa gomme s'il était tenté de l'utiliser. Ni la gomme, ni la gamme. La gamme, c'est soit d'écrire un air à la gloire de la civilisation française, soit d'écrire une pavane pour une civilisation défunte. Il fallait éviter naturellement ces deux écueils et rester équanime face à l'objet. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas répondu à votre question et on n'est pas plus avancé. Alors, je dirais que la civilisation française, c'est pas un herbier, c'est pas une sorte de grand cahier où on met des choses très belles, mais qui sont des choses mortes. Et donc, à défaut d'être un herbier, la civilisation française, c'est un organisme vivant. Et donc, j'ai commencé par relire les deux auteurs
Et qu'est-ce que j'y ai appris? Mais je le savais déjà par mes études d'histoire, qu'on part de quoi? Il y a deux dimensions pour un historien, l'espace et le temps. N'oubliez jamais que Braudel, quand il écrit son dernier livre, ou exactement le premier tome, puisqu'ensuite il est mort, il y a eu un deuxième tome mais inachevé, sur ce qu'il appelle l'identité de la France, commence tout simplement par ce qu'il appelle l'espace. Donc, premier élément, il y a un espace. Alors, le problème déjà surgit dès ce moment-là. Il peut y avoir, comme en mathématiques, la théorie des ensembles, il peut y avoir des civilisations imbriquées les unes dans les autres. Par exemple, je ne vais pas parler aujourd'hui de civilisation européenne, mais probablement, dans votre esprit, quand vous m'aurez écouté, vous penserez que, et vous aurez raison, que cette civilisation française, elle fait partie aussi plus largement d'une civilisation européenne. Mais donc, il y a cette difficulté, mais l'espace, là, il est déterminé, et je vais vite pour ne pas monopoliser la parole, mais d'abord par un espace, c'est-à-dire par la constitution politique d'un espace. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'État-nation, dans la civilisation française, c'est qu'elle s'arc-boute dès le départ sur un État-nation. C'est-à-dire que l'essence de la civilisation française ne précède pas son existence. La civilisation française, elle existe parce qu'elle est là. Et elle est là quand la France se constitue. L'autre jour, je participais à une émission de radio avec ma collègue et amie, la médiéviste Claude Govard, et elle disait, dans le fond, pour moi, la France, ça n'existe pas avant le XIIIe siècle. Et de fait, c'est un peu le sens de ce que dit Georges Duby, qui part de l'an 1000, mais qui fait une description non pas apocalyptique, puisqu'il dit que l'an 1000 n'a pas existé en tant qu'apocalypse, mais quand même une description d'une Europe morcelée avec une dissolution du pouvoir, et il montre progressivement l'émergence d'un pouvoir politique. Il faut à peu près 2 siècles, c'est, si vous voulez, la chevauchée historique des Capétiens qui construit progressivement l'État-nation. Donc, premier élément, un espace qui lui-même est structuré par un État-nation. Le deuxième élément, c'est la langue. C'est la langue, et là, il faudra attendre encore plus tard, puisqu'il faut attendre une date qui est fondamentale dans notre histoire, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539, pour que le français devienne la langue officielle de tous les actes officiels. Et à partir de là, il y a une langue. Alors après, naturellement, mes collègues spécialistes de ces siècles-là montrent que par rapport à cette langue officielle, il y a eu les petites patries, comme on les a appelées plus tard, qui ont subsisté, qu'il y a eu d'ailleurs plus tard, on en reparlera peut-être quand on parlera de la civilisation républicaine, il y aura le rôle des instituteurs, qui quelquefois se fera en surplomb et même parfois contre ces cultures régionales. Mais donc, pour reprendre, et je vais plus vite, l'espace, la langue, enfin l'espace structuré, la langue, mais aussi à travers cet espace et par cette langue, l'expression d'une culture. Une culture elle-même organisme vivant, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une culture patrimoniale qui se transmet de génération en génération et de siècle en siècle, mais une culture vivante. Je reprends l'image de l'organisme vivant, mais tout ça est, j'allais dire, sous-tendu par une société qui elle-même évolue. Alors, pour faire vite, on va dire que c'est une société ruralo-chrétienne, pendant des siècles et des siècles, avec quand même, Duby le montre de façon étincelante, le rôle des villes et du commerce. C'est-à-dire que dans cette société rurale, le moteur de l'histoire passe par l'expansion, certes par les défrichements, mais aussi par l'expansion urbaine et par le commerce. Et en toile de fond de tout ça, il y a une dimension naturellement anthropologique. Tout ça ne sécrète pas simplement du patrimoine, il y a aussi des normes et des valeurs qui sont là, pour être clair, très largement celles du fond ruralo-chrétien pendant des siècles. Voilà ce qu'il en est pour le moment, c'est-à-dire avant qu'on aborde ma période. Alors,
Donc là, vous mettez en place ce que j'ai cru relever, qui est un écosystème social, politique, linguistique, culturel. Vous déclinez ce que vous venez de préciser. Vous dites que vous ne faites pas une pavane pour un pays défunt. Il n'empêche que, à vous lire, moi j'ai eu un peu le vertige, parce que c'est un beau vertige, hein. C'était agréable, un vertige agréable, et en même temps, j'avais l'impression que tout se précipitait, peut-être le temps présent, le temps actuel influençait sur ma lecture, mais vous parlez plusieurs fois de langueur, de cet écosystème. Mais j'aimerais que... On a l'impression, il y a le mot qui revient et que vous définissez, que vous développez plusieurs fois, des failles. Vous êtes très sismologue, on va dire. Marc Bloch parlait de l'océanographe. Vous êtes très sismologue dans ce livre, et il y a beaucoup de glissements de terrain. Et j'ai l'impression que vous, en effet, vous prenez tous ces éléments sur 85-90 ans. Vous avez été l'historien des 30 Glorieuses, puis des 20 décisives, puis des 20 piteuses, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, ou 30 piteuses. Et que on a l'impression que très délicatement, avec équanimité, comme vous dites, vous voyez là où ça craque, justement, tous les repères, tous les facteurs, tous les critères de cet écosystème sont en train de se défaire petit à petit. Alors, vous partagerez ou pas ce point de vue-là, mais est-ce que vous pouvez montrer justement dans le social, dans le culturel, dans l'éthique, hein, parce que ça, vous y insistez beaucoup sur cette dimension-là, qui va avec le républicain, parce que vous associez en effet la civilisation au républicain. Comment tout cela semble, en tout cas, être en péril? Vaste problème, aurait dit le général de Gaulle, vaste question. Alors, je vais y répondre, surtout que c'est une question, dans le fond, qui concerne chacun d'entre nous, et que chacun d'entre nous, sous une forme ou sous une autre, se pose. Mais auparavant, pour que je parle éventuellement de faille, encore faut-il savoir quel est l'écosystème faillé. Et effectivement, je revendique le mot d'écosystème. Tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, ces différents aspects, n'existent que parce qu'ils sont dans une sorte, je file une métaphore, bien évidemment, d'écosystème, d'équilibre. Et quand une partie se déséquilibre, quelquefois, c'est l'écosystème tout entier qui s'en ressent. Mais ce qui est intéressant, c'est que les civilisations, vous vous rappelez Paul Valéry, nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels. C'est écrit en 1919. Il songe, quand il écrit ça, à la civilisation européenne, après le bain de sang de la Première Guerre mondiale. Sont-elles mortelles? Je dirais de toute façon, et je reprends l'image, que ce sont des organismes vivants, c'est-à-dire qu'elles mutent. Et ce qui m'a intéressé, que j'ai développé dans la dernière partie, c'est ce que j'appelle, et je revendique effectivement l'expression, la civilisation républicaine. Cette civilisation républicaine, il faut bien voir qu'elle ne s'inscrit pas en rupture. Elle est très largement en continuité. On le verra d'ailleurs dans son histoire, puisqu'elle ne répudie pas, comme quelquefois à l'époque des pharaons, où on en venait même à gratter le nom de certains souverains, ou même dans le régime soviétique où on enlevait des photos, les gens qui étaient au sens propre ou au sens figuré passaient à la trappe. Là, il y a, si vous voulez, une continuité, mais il y a aussi des mutations. Et dans la foulée d'une phase fondamentale de notre histoire, qui est le siècle des Lumières, où il y a notamment l'idée que le savoir et la culture éclairent, et donc par là émancipent, il va y avoir tout simplement les révolutions, et notamment la Révolution française. Mais il y a un long cheminement, et ce n'est qu'à partir de 1870 que ce que j'appelle la civilisation républicaine, donc il y a, on va dire, à peu près un siècle et demi, va être victorieuse. Il y a un grand historien
disparu maintenant depuis une quinzaine d'années, qui s'appelait Maurice Agulon et qui montre comment, entre 1870 et 1900, les bustes de Marianne s'installent dans les mairies, mais Marianne s'installe aussi dans les esprits et dans les cœurs. Il y a ce que les historiens appellent une acculturation de Marianne. Marianne, et à travers elle, la République, est victorieuse. Et donc, à partir de là, ce système victorieux, on va retrouver les trois définitions: politique, culturelle, anthropologique. Politique, c'est la République. C'est la République victorieuse. En une décennie, elle est définitivement victorieuse. Il n'y a plus que quelques isolats comme l'Action française, mais en termes de rapport de force, cette fois-ci, la République est là, elle est victorieuse, souvent avant l'avènement des démocratie libérale dans le reste du monde. À sa manière, la République, elle n'est pas la première, on pourrait citer un certain nombre d'autres pays, mais elle est là, et bien là, elle devient d'ailleurs, notons-le, et c'est un des aspects de la civilisation française, rayonnante. Elle devient un exemple. L'espace de l'État-nation France devient comme la surface porteuse de valeurs universelles. Mais laissons ça de côté, parce que je veux répondre à votre question, ne pas donner l'impression de l'idée. Première chose, donc, la République, sous ses formes successives, 3e, 4e, 5e, avec en chemin des chocs terribles, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la crise de la 4e République. Donc, ça n'est pas un long fleuve tranquille, mais cette République, elle est là comme structure. Jusqu'à aujourd'hui, après, on viendra à votre question, effectivement, est-elle encore forte ou pas? Mais il y a aussi une dimension culturelle. C'est l'école, tout simplement. C'est-à-dire, on a l'idée, mais qui passe en pratique, que le savoir est doublement émancipateur. D'une part, il permet de s'émanciper, pardonnez-moi, de ce que les sociologues contemporains appellent l'assignation sociale, appelons ça tout simplement les déterminismes sociaux, la possibilité d'une capillarité sociale qui ne soit pas liée à l'héritage, en quelque sorte. Et l'émancipation se fait donc d'une part sur le plan social, et aussi tout simplement par le savoir et la culture, qui émancipe par rapport tout simplement à l'ignorance. Alors, ça a l'air d'être des mots comme ça, vides, sauf que sur le moment, c'est une réalité. L'historien ne doit pas s'enivrer de mots, il doit les confronter à la réalité. Et dans cet écosystème, à un moment donné, la République fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. Il y a une sorte de cohérence entre la pensée et les actes. Et on a une école qui a été une école extraordinaire à cet égard pendant des décennies avec les fameux hussards noirs de la République, les instituteurs et ce rôle de l'école. Ça, c'est la dimension culturelle. Mais il y a une troisième dimension de la République. C'est la dimension anthropologique. On retrouve toujours cet aspect ternaire. La dimension anthropologique, ce sont les valeurs qu'elle inocule. Quelquefois, elle les impose, parce que la République, dans un premier temps, c'est une culture de vainqueur. Il ne faut pas gommer cet aspect-là. Mais ensuite, c'est fait par l'école. C'est fait de façon... Enfin, on en discutera peut-être tout à l'heure. Mais ces valeurs anthropologiques, elles sont intéressantes parce qu'on peut les résumer à travers deux mots qui relèvent de la civilisation. J'ai nommé le civisme, c'est-à-dire l'intérêt général et tous les rouages qui permettent de percevoir ce qu'est l'intérêt général et de mettre théoriquement en œuvre cet intérêt général, et la civilité, une sorte de décence ordinaire qui débouche sur le respect d'autrui, du précaré d'autrui, de l'espace sonore d'autrui et aussi tout simplement de la personne d'autrui. Et c'est intéressant parce que ça nous semble évident, nous sommes tous, toutes générations confondues, le pur produit de la République. Mais un sociologue comme Norbert Elias a montré que nous sommes, nous, le résultat d'un long procès, comme il dit procès, ça veut dire processus, de civilisation depuis le XVIe siècle, qui est passé par toute une série de mécanismes. Dimension anthropologique, donc civisme et civilité. Alors maintenant, j'en arrive à votre question. C'est ce modèle, vous disiez entre les lignes avec beaucoup de tact, de gentillesse,
que j'étais en train peut-être de décréter qu'il était en train de mourir. Je dirais pas ça. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Pardonnez-moi. En péril. En péril. Oui, alors, c'est compliqué, parce qu'un historien, certes, n'est d'aucun temps, ni d'aucun pays, donc il doit essayer, si vous voulez, par exemple, pour être clair, l'objectivité absolue n'existe pas. Ce qu'on attend de l'historien, c'est la subjectivité maîtrisée, c'est-à-dire quelqu'un qui a conscience de sa subjectivité, qui peut s'énerver devant la télévision en regardant tel ou tel homme politique, mais qui, quand il exerce son métier, retrouve l'équanimité. C'est-à-dire donc la subjectivité bridée, c'est ce que la société est en droit d'attendre de nous. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Du coup, je perds le fil de ma pensée. Sur ce péril, oui, alors, ces facteurs-là. Effectivement, l'historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays, mais il a son âge. Et l'historien peut être éventuellement nostalgique, mélancolique. Enfin, mélancolique, c'est compliqué parce que ça peut être une atteinte pathogène. Mais disons que les individus, comme les sociétés, ont le droit à la nostalgie. Sauf que, je disais tout à l'heure, ni gomme, ni gamme. La nostalgie, c'est une petite musique. Donc, est-ce que je suis victime d'une petite musique? Est-ce que moi-même, je la mets en circulation? Alors, je vais répondre en disant je l'assume. Je l'assume parce que je m'interroge, parce qu'on m'a demandé d'aller jusqu'à aujourd'hui. Et que les dimensions que j'ai décrites, la dimension politique, la dimension culturelle, la dimension anthropologique, j'y constate, en tant qu'historien du temps présent, j'y constate, monsieur, vous le disiez, des failles. Alors j'ai oublié, avant de poursuivre ma réponse, de préciser une chose, c'est qu'en toile de fond de tout ça, il y a des vecteurs culturels qui évoluent au fil des siècles. Que, bon, bien évidemment, l'événement considérable qui déterminera toute la suite, c'est l'imprimerie à la fin du XVe siècle. On ne comprend rien à la Réforme, XVIe siècle, et aux Lumières, XVIIIe siècle, si on ne met pas au début l'imprimerie. Il n'y a pas que ça, mais il y a notamment l'imprimerie. Ensuite, pour cette civilisation républicaine, il y a la montée en puissance d'une culture de masse, mais qui n'est pas encore l'image et le son, qui est l'imprimé, et pas simplement le livre d'école. Songez qu'entre 1870 et 1900, on passe de 1 million de journaux tous les jours, ce qu'on appelle des quotidiens, à 10 millions de journaux tous les jours. En 1900, pour 14 millions de foyers en France, il y a 10 millions de journaux quotidiens diffusés. En d'autres termes, l'imprimé, non seulement, naturellement, les poches d'analphabétisme ont reculé. Au service militaire, on les évalue à cette époque-là à 4 à 5%, mais l'imprimé est au cœur de la culture française. Vous voyez, les spécialistes des médias parlent ensuite des médias de masse que sont l'image et du son. Ils ont raison, mais la République, elle s'est développée au moment de l'imprimé de masse. Ensuite, il y aura naturellement, je n'ai pas le temps de développer, l'image et le son, le cinéma, la radio, la télévision. C'est-à-dire, là aussi, ça nous paraît banal, mais de grâce, essayez d'imaginer ce que représente l'image et le son portés à domicile. C'est ce qui se passe dans la France des années 30. C'est-à-dire qu'au début des années 30, en France, il y a 500 000 postes de radio. C'est rien. Je vous ai dit, il y a 14 millions de foyers. Un foyer sur 28 a un poste de radio. Dès 1938, un spasme de temps, 8 ans, ça a décuplé 5 millions, pardonnez-moi, de postes de radio. Vous voyez que le portage et le partage du son à domicile est quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant, j'en viens, mais je monopolise, je vous redonne la parole parce que je vais utiliser cette notion de vecteur culturel, vous l'avez compris, puisqu'il y a un nouveau vecteur culturel qui est là comme, j'allais dire, un éléphant dans la salle. Mais auparavant, donc je réponds simplement en 3 temps les 3 failles. La République,
je m'interroge, comme tout le monde, pas simplement sur la crise actuelle politique de la Ve République, mais plus largement sur la crise des démocraties libérales. Parce que qu'est-ce que c'est la République en France? C'est la forme française de la démocratie libérale. Or, la démocratie libérale, dont on avait cru qu'elle était victorieuse en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin, est, on le sait, on le voit, on le constate aujourd'hui, confronté d'une part à des crises endogènes et d'autre part à toute une série de concurrents qui lui veulent du mal. Je veux dire qu'ils lui sont idéologiquement hostiles. Donc politiquement, déjà, il y a une interrogation, mais qui ne touche pas, vous me répondrez, à la civilisation. Donc ce n'est pas l'essentiel pour notre question, même si probablement c'est l'essentiel pour notre pays. Le deuxième aspect, c'est l'école. C'est l'école, c'est-à-dire l'idée que, me semble-t-il, mais c'est compliqué parce que c'est peut-être un vieil homme qui juge depuis son âge et que peut-être que l'école fonctionne bien. Mais enfin, en même temps, j'ai des enfants, des petits-enfants, je vois comment fonctionne l'école, j'ai l'impression qu'elle connaît en tout cas une crise. Il me semble que c'est resté sur un ton équanime que de constater que l'école ne joue plus le rôle de capillarité sociale et de libération par le savoir et la culture qu'elle a joué pendant des années. Donc il y a, si vous voulez, cette crise de l'école. Il y a aussi, rappelez-vous tout à l'heure, l'écosystème, on disait que tout ça était porté par une société. Une civilisation est portée par une société. Qu'est-ce que je constate? Je constate que la République était une façon de faire société. La République unissait plus qu'elle ne divisait. Et je constate aujourd'hui incontestablement, pardonnez-moi, des ferments de division, mais aussi de sécession. J'utilise dans ce livre, mais je l'avais déjà fait dans un livre précédent, l'image du syndrome de la banquise, c'est-à-dire que la société française se détache par blocs successifs qui dérivent. Dérive, ce n'est pas un jugement de valeur. Dérive, c'est-à-dire que ces blocs se mettent en sécession politique, se mettent à distance culturellement. Et donc, il y a une réelle interrogation sur ce syndrome de la banquise. D'autant qu'il se double, et je termine, de ce que j'appellerais le syndrome de la bulle. C'est-à-dire que quand on voit Internet, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, il s'agit d'une analyse de quelqu'un qui a analysé les effets des médias sur les différentes époques de notre histoire civilisationnelle. On s'aperçoit que souvent, l'usage du réseau social renvoie à soi-même ou à ceux qui pensent comme vous. Et donc, loin d'être un ciment social, ça peut se révéler à terme un dissolvant. Car une société qui n'est que l'accollement de bulles qui ne communiquent guère entre elles est une société qui, à un moment donné, risque effectivement des problèmes tout simplement de communication, de lien. Voilà pourquoi, sans être nostalgique, en l'étant un peu, je suis inquiet effectivement devant ces failles. Alors, vous avez aussi une autre image qui est ce culbuto sociopolitique qu'a vécu la France à travers toutes ces épreuves. Vous avez rappelé très rapidement les guerres mondiales, la décolonisation, la guerre froide, qui marquent la France, parce qu'avec un parti communiste très fort par rapport à d'autres pays voisins, et des épreuves dont elle s'est remise, qu'elle a traversées, même qu'elle s'est reconstruite, même comme un phénix qui a mieux rené de ses cendres. Vous sentez là que si vous prolongez cette image que vous employez plusieurs fois du culbuto, qu'est-ce qu'il en est de ce culbuto? Et il y a, parce que votre livre est très riche, et justement c'est aussi le terme de civilisation qui demande à embrasser beaucoup de domaines. Vous évoquez aussi le domaine évidemment économique, avec la désindustrialisation. Vous avez cette remarque très juste qu'on emploie le mot post-industriel à un moment comme un euphémisme pour atténuer la douleur qui est en train de se dérouler socialement et économiquement.
Il y a aussi ce retrait politique. Hein, vous utilisez plusieurs fois l'image du mont Aventin, où se retire, ça fait partie de la sécession, hein, dont vous parliez. Qu'est-ce que j'ai eu l'impression, en fait, voilà, en vous lisant, le point de départ, c'est comme une vitre, et vous savez, il y a des morceaux de vitre qui se détachent à un moment, et puis tout s'écroule à un moment parce que rien. D'ailleurs, c'est un mot qu'on entend, hein, qui est un mot de l'époque en ce moment. Ça ne tient plus. Ça ne tient plus. On l'entend, par exemple, ces derniers jours, beaucoup, pas simplement dans le domaine politique, mais dans le domaine associatif. On ne tient plus. Qu'est-ce qui peut tenir aujourd'hui? Qu'est-ce qui tient encore? Là, à nouveau, vaste question, d'autant que je n'ai ni la science infuse, ni encore moins, j'allais dire, la prédiction ancrée en moi. Mais je vous remercie de ces questions parce que, en plus, c'est vrai que je vous remercie de la lecture attentive. Ce sont à la fois des expressions que j'utilise et le sens que je leur donne. Et donc, ça me permet de m'expliquer. Alors, ça va me permettre d'ailleurs de redresser un peu, et vous me tendez une perche, et là aussi, je vous en remercie, l'image un peu négative que depuis 5 minutes, j'étais en train de développer. Alors, en commençant par le culbuto. Alors, le culbuto, c'est cette sorte de poupée ou ce personnage qui peut, grâce à un centre de gravité dans son socle, hein, qui ne se renverse jamais. Et donc, dans ma bouche ou sous ma plume, et dans votre bouche également, monsieur, c'est plutôt un compliment. Hein. C'est pas un personnage ridicule, c'est le culbuto qui tient. Et c'est vrai que je compare cette République, dont je disais tout à l'heure qu'elle a connu des épreuves effroyables. La Première Guerre mondiale, il faut imaginer ce que représente en termes de saignée. Moi, je me rappelle quand je faisais mes cours à Sciences Po ou à l'Université de Lille, je disais 1 400 000 morts sur 8 millions de mobilisés, c'est 1 sur 4 ou 1 sur 5. Hein. C'est-à-dire que je disais dans la salle, si nous laissons de côté les jeunes filles dans la salle, les jeunes hommes, mes étudiants étaient en âge d'être mobilisés, 1 sur 5 ne serait pas revenu et 1 sur 5 serait revenu estropié et un troisième traumatisé mentalement. Donc, si vous voulez, il faut se représenter ce qu'est la Première Guerre mondiale. Je ne parle même pas de la Seconde Guerre mondiale. Être occupé 4 ans par les nazis, on imagine en termes de traumatisme historique, hein, ce que ça représente pour un État-nation et pour une civilisation. Et donc, le culbuto, chaque fois, a fonctionné. Chaque fois, la République, l'écosystème, a montré sa capacité dans l'épreuve à retrouver son équilibre et son centre de gravité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'interroge, sera-t-il capable, et je ne dis pas non, je m'interroge, d'être à nouveau un culbuto dans l'épreuve. Donc je laisse l'avenir, heureusement, ouvert quant à la prédiction. En revanche, j'ai quand même 3 failles supplémentaires à apporter à mon tableau, si vous m'y autorisez. Ces 3 failles que m'a suggéré votre dernier propos. D'abord, vous avez parlé de la langue. Effectivement, et quand je parlais de la langue tout à l'heure, c'était la langue ciment, la langue qui permettait la promotion de la culture et de l'école, mais c'était aussi la langue facteur de rayonnement d'une culture et d'une civilisation. Et là, de fait, on pourrait mettre en avant la francophonie, d'autant que dans les prédictions, dans les projections, on s'aperçoit que la francophonie va aller en augmentant. Mais quand on regarde dans le détail, c'est parce que quel est le principal continent touché encore par la francophonie, encore que de moins en moins, c'est le continent africain. Et vu sa progression démographique, la projection de la francophonie s'en ressent favorablement. Mais quand on regarde plus en détail, qu'est-ce qu'on voit? Que la langue de la science. Or, j'ai eu tort de ne pas prononcer le mot science depuis le début de notre réunion. Le moteur de tout ça, à tout moment, et Mandrou et Duby le montrent, c'est le progrès scientifique. Hein.
le moteur des civilisations, incontestablement, c'est la science et la science appliquée, c'est-à-dire la technique. Or, si on regarde la langue de la science, qu'est-ce qu'on voit? Elle est maintenant anglaise, oui, la langue anglaise. Je l'ai constaté moi-même, j'ai été pendant une quinzaine d'années président du comité français des sciences historiques, dont la vocation était, lors de congrès, de rencontrer des collègues au sein de l'Association internationale des sciences historiques, fondée par des Français en 1922. Nous sommes donc à peu près un siècle plus tard, fondée par des Français avec double langue dans le protocole français-anglais. Ça a continué dans les textes. Dans la pratique, le dernier congrès auquel j'ai assisté, c'était en 2015, c'est tous les 5 ans ces congrès, c'était au fin fond de la Chine, et c'était fascinant parce que d'abord, dans le programme, même pas une session sur 10 était en français, et on voyait très bien les gens entraient, ils entendaient parler français, et ils repartaient pas du tout par hostilité, mais parce que c'était plus la langue de la science historique. Et donc, vous le voyez, là, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Je dis aux nouvelles générations, apprenez l'anglais, diffusez la science historique française en anglais. Mais vous voyez, l'arbitrage à faire pour diffuser la science française, d'une certaine façon, on appauvrit ou on affaiblit plus exactement la langue française. On est quand une civilisation qui a le choix entre continuer à diffuser un peu au prix de sa langue ou maintenir sa langue et ne plus diffuser. C'est un réel problème, surtout quand on songe que la civilisation française, elle existait aussi au miroir de l'univers. Donc, première faille supplémentaire. Deuxième faille supplémentaire, oui, je développe l'idée de l'aventin. C'est-à-dire, ce qui me frappe dans la société française actuelle, c'est que un certain nombre, on l'a vu au référendum de 92, c'est extraordinaire le référendum de 92 sur Maastricht. Je vous rappelle que le oui l'emporte de très peu, moins de 52% de oui. Et quand on regarde les 2 départements qui votent le plus non, c'est le Nord et le Pas-de-Calais, qui sont des terres socialistes. Et donc où il y a théoriquement à cette époque un environnement politique qui devrait conduire à voter oui, donc pour ces régions. Et on s'aperçoit que non, parce que ce sont des régions qui sont déjà en pleine déshérence économique et sociale et culturelle. Et quand on fait des sorties des urnes, on s'aperçoit que c'est les moins diplômés qui votent le plus non. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de sécession socio-culturelle qui apparaît dès cette époque par le vote et qui touche, dans un premier temps, les catégories socio-populaires les plus touchées par la crise dans le Nord, justement. Mais deuxième référendum, 2005, où là, le non l'emporte. Et quand on regarde qui est-ce qui est gagné par le non, alors il n'y a pas de jugement de valeur dans ma bouche sur voter oui ou voter non. Mais voter non, c'est une forme effectivement de refus, en quelque sorte, qui dépasse la question du référendum. On s'aperçoit que les classes moyennes, c'est pour ça que je parlais du syndrome de la banquise, à leur tour entrent en sécession ou commencent à entrer en sécession par l'abstention ou par le vote non. Et c'est pour ça que je développe l'image de l'aventin. Mais ce qui est terrible, c'est que d'une certaine façon, sans entrer du tout dans la politique, les catégories, entre guillemets, les élites, donnent l'impression, à tort ou à raison, quelquefois, de se réfugier eux aussi sur leur aventin. Or, une société, une république où il y a plusieurs aventins, c'est plus une république. Et une république où il y a à la fois les élites et les ilotes, mon propos ne se veut pas du tout politique, c'est un constat historique et sociologique, est une société qui aura du mal à trouver la bonne direction, sauf si il y a des figures morales qui le lui indiquent. Et j'arrive à ma troisième faille. Il y a à Sienne des fresques célèbres dans le monde entier qui sont les fresques sur le bon gouvernement. Et on voit donc un vieillard qui incarne la cité et tout autour des personnages qui sont censés refléter les personnages dotés des vertus de la cité et de la République au sens
des républiques médiévales italiennes. Et je m'interroge en essayant de voir les commémorations. Quand on commémore la mort de tel ou tel, quand on commémore publiquement, si vous voulez, quelquefois je m'interroge, où est la figure morale? Je vais prendre un exemple parce que ça m'a beaucoup troublé. Le baby boomer que je suis a vu toute sa vie accompagnée musicalement par Johnny Hallyday. Bon. Et je me rappelle, monsieur Le Point avait consacré un numéro spécial à Johnny Hallyday. Il meurt en décembre 2017, ou fin novembre, ou début décembre 2017. Et j'avais publié, juste à l'été 2017, un livre qui s'appelait « Les révolutions françaises », où j'étudiais non pas les révolutions politiques, mais les mutations. Et j'avais été frappé, juste au moment de terminer, au mois de juin, la première personne que Emmanuel et Brigitte Macron reçoivent à l'Élysée un soir, enfin la première personne de la société dite civile, c'était Johnny Hallyday. Bon, comme l'épouse de notre président est plutôt baby-boomeuse que pas baby-boomeuse, il y avait une cohérence musicale, si vous voulez, mais en même temps, on pouvait penser qu'il y avait d'autres priorités. Mais là n'est pas ma question, donc j'avais fini mon livre sur un paragraphe qui s'appelait « Le vieux rocker et le jeune président ». Mort du vieux rocker. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe cette cérémonie, qui est une cérémonie, je me demande comment mes collègues historiens, dans 20 ou 30 ans, l'expliqueront. Qu'est-ce qu'ils comprendront à cette cérémonie? Il y a d'abord, vous vous rappelez, la trentaine de Mercedes noires qui descendent les Champs-Élysées, hein, et il y a la foule. Alors, depuis 5 jours, puisque ça se passe le samedi, il est mort le lundi, les télévisions nous annoncent que toutes les chaînes, pas simplement les chaînes d'information continue, mais les autres chaînes, hein, vont retransmettre. Pourquoi pas? Donc on retransmet, descend, et on décrète qu'il y a 800 000 personnes. Il suffit, un historien, qu'il regarde, il voit que c'est les mêmes personnes, et c'est humain, qui suivent le cortège des 30 voitures noires qui descendent, et il y a 100 000 ou 150 000 personnes, ce qui est énorme. 800 000 personnes, même à la Libération, quand le général de Gaulle descend les Champs-Élysées, il n'y a pas 800 000 personnes. Même le 30 mai 1968, quand les gaullistes remontent les Champs-Élysées, ils diront on est 1 million. C'est pas vrai, ils sont 500 000 et c'est énorme, c'est énorme. Bon, donc déjà, l'historien aura du mal puisque les médias ont tranché 800 000 personnes. Arrivent les 30 Mercedes devant l'église de la Madeleine, un peu comme les Sopranos dans la série, hein, tous vêtus de noir, avec ce cercueil blanc. Jusque-là, pourquoi pas? Il y a du chagrin des proches, rien à redire, sauf que sur le parvis, heureusement, nous sommes dans un régime de laïcité, attend le président de la République. Et le président de la République, et dedans, à l'intérieur, il y a un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et 3 anciens premiers ministres qui attendent à l'intérieur. Et commence un discours où le président dit « ce héros de notre temps ». Alors, je précise, parce que c'était peut-être pas clair, que j'aime bien Johnny Hallyday, donc j'ai rien. Mon récit n'est absolument pas hostile, et j'ai commencé en disant qu'il avait accompagné, notamment musicalement, c'est une rime sonore qui a vieilli en même temps que moi. Mais là aussi, que feront mes collègues quand ils essaieront de réfléchir sur la société française et qu'ils verront, excusez-moi, un exilé fiscal qualifié de héros de notre temps? Où peut se trouver le minimum de civisme et de civilité dans une telle phrase? Donc je m'interroge, mais j'exagère, mais c'est pour le plaisir de la discussion avec vous, monsieur. Noir, c'est noir. Hein. Noir, c'est noir. Alors on pourrait, vous me tendez presque la perche, repenser à quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours, avec une figure morale. Que fait-on avec les figures morales? On les met au Panthéon. Au moment, il y avait une concordance des temps assez troublante, y compris dans le ton utilisé par le chef de l'État à ce moment-là. Mais c'est vrai que de plus en plus de figures morales finissent au Panthéon. On a l'impression que c'est
peut-être c'est un lieu refuge de plus en plus de la République. Je voudrais terminer parce que finalement, c'est ce sur quoi Duby commence, et vous l'avez rappelé, c'est la formation pour la France de l'État-nation. C'est un aspect peut-être, c'est-à-dire la France et le reste du monde. Qu'est-ce que... Bon, peut-être qu'on va finir de noircir complètement le tableau, mais comment vous décririez cette présence sur l'océan du monde du navire France depuis cette évolution toute récente, enfin dans les 30 dernières années? Oui, alors c'est effectivement compliqué, c'est une question importante. Depuis 1 heure ou 50 minutes, nous parlons de la République, ou je parle de la République. Et c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier qu'en toile de fond, la République a été une République impériale. C'est-à-dire que j'ai dit qu'elle devenait, elle devenait victorieuse entre 1870 et 1880. On peut dire qu'en 1880, sa victoire est consommée. D'ailleurs, et le 14 juillet et la Marseillaise sont adoptés en ce début des années 80 du 19e siècle. Mais en même temps, la République continue la colonisation qui a été commencée auparavant, et notamment sous le Second Empire. Et là, nous trouvons une des contradictions républicaines. Si nous essayons, là encore, d'analyser, non pas avec objectivité, mais avec équanimité, qu'est-ce qu'on voit ? On voit incontestablement que le phénomène colonial, pour un historien, s'il essaye de le traiter objectivement, c'est un phénomène de conquête et d'oppression. Et donc, d'une certaine façon, c'est contraire aux valeurs que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les valeurs universelles. Et en même temps, parce que l'historien sait qu'il y a toujours de la complexité dans les phénomènes étudiés, il y a, à cette époque, l'idée chez ces républicains qui est sincère, qu'ils exportent quoi, qu'ils transmettent quoi, la civilisation française, qu'ils sont des agents de quoi, d'émancipation. Alors, après, chacun en pense ce qu'on veut, mais c'est vrai que l'historien notera qu'il y a une contradiction, effectivement, entre une nation qui, d'une certaine façon, un État-nation, pardon, qui bafoue ses principes, justement pour les exporter, et en étant le plus souvent sincère dans cette idée. Donc, si vous voulez, il y a incontestablement cette question. Il y a une deuxième question qui se pose. Les femmes. Voilà une république qui, jusqu'en 1945, ne fait pas voter la moitié d'elle-même, si j'ose dire, tout en s'appelant Marianne et en mettant en avant le personnage de la semeuse qui diffuse la fécondité dans les champs et la connaissance à l'école. Donc, si vous voulez, il y a ce rayonnement, il y a ce rayonnement qui est un rayonnement de la langue, mais en même temps dans une contradiction des principes. En même temps, c'est vrai que c'est le moment où il y a eu cette expansion de la langue incontestable, et surtout par-delà le phénomène colonial, il y a incontestablement une France considérée comme la terre des révolutions, comme la terre de l'émancipation, comme la terre d'un certain nombre de valeurs, comme une terre refuge parce que effectivement on y trouve ces valeurs, et notamment la liberté. Et surtout en 45, dans la douleur, c'est vrai, en une douzaine d'années, entre 45 et 62, cette république qui était impériale ne l'est plus. Là aussi, il faut faire l'effort d'imagination, de se rendre compte que quelqu'un qui était né en 1900 n'avait jamais connu qu'une république impériale. Et il arrive à la cinquantaine, et d'un seul coup, c'est cet empire qui était grand comme 10 fois la France, cet empire se disloque, que ces départements français de l'autre côté de la Méditerranée entrent en sécession, puis en indépendance. Et je n'oublie pas votre question, monsieur. Ce qui a fait la grandeur de la France à ce moment-là, après il peut y avoir un débat sur les modalités de la décolonisation, c'est que la France a su surmonter cette rétraction géographique, revenir aux dimensions d'un petit Finistère de l'Europe, d'un hexagone
de 550 000 km², a pu opérer sa mue. C'est le thème naturellement de De Gaulle, la grandeur et le rang, mais c'est le thème aussi de la grandeur qui continue à cette époque de la civilisation française. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Non, mais vous y répondez aussi dans le livre, parce que vous décrivez bien aussi cette perméabilité, en fait, aujourd'hui, de l'État de la France, comme d'autres pays, hein, on n'est pas les seuls dans ce cas-là, aux événements du monde et à leur force de perturbation. Ah oui, alors là, pardon, monsieur, oui, je n'avais pas vu cet aspect-là. Actuellement, on est parti de l'idée d'un État-nation avec une langue, avec une société relativement stable. Aujourd'hui, une des questions majeures qui se pose, c'est qu'est-ce qu'être un État-nation dans un monde dans une planète mondialisée, même si on explique que maintenant la mondialisation est en train d'une certaine façon de se disloquer, elle existe encore sur le plan socio-culturel. Et donc, qu'est-ce qu'être une civilisation de la francophonie dans un monde mondialisé sous le signe de la langue anglaise? Donc, il y a effectivement des interrogations qui sont de nature historique. Je veux dire par là, nous sommes incontestablement à un tournant historique. L'historien est dans sa spécialité, il n'est pas omniscient, mais il doit aussi pouvoir prendre du champ, mettre en perspective. Moi, je l'ai dit, il y a des moments essentiels, par exemple l'imprimerie. À partir de l'histoire de l'imprimerie, rien ne sera plus comme avant. À partir du moment où le son et l'image sonorisée et animée viennent à domicile, même si ça nous paraît évident, c'est quelque chose qui fait que rien ne sera plus comme avant. Et maintenant, incontestablement, je pense, puisque nous parlons d'histoire culturelle à travers cette civilisation, que nous sommes entrés dans l'ère d'Internet et même de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'être une civilisation à l'époque de l'intelligence artificielle? C'est une question qui donne le vertige. Oui, vous terminez sur ce mot que j'ai ressenti vraiment à la lecture. Et quand je vous écoute, je me dis que ce serait très intéressant de vous faire dialoguer avec Jérôme Fourquet, parce que finalement, de manière très très différente, avec le sens de la finesse. Bon, je trouve qu'on a passé 1 heure avec vous, une cure de finesse, de nuance, de mesure, qui est très très agréable aujourd'hui. Et vous auriez... Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, mais que lui, qu'on associe, c'est l'archipel. En fait, vous décrivez finalement une archipélisation à votre manière. Donc ce serait intéressant de vous faire dialoguer avec Jérôme Fourquet. Vous l'avez jamais fait? Ce serait avec grand plaisir. J'ai participé une fois à une table ronde. Alors, c'était extraordinaire. À l'époque, il n'était pas encore connu. Il n'avait pas publié l'archipel français. C'était sur les Gilets jaunes. C'était une table ronde extrêmement savante, avec un historien, un sociologue, un politologue, et lui qui n'était, entre guillemets, que sondeur. En 10 minutes, ça a été lumineux. Les 3 autres, moi-même, on a tout compris du mouvement en cours parce qu'il nous l'expliquait. Et je dois dire que je respecte la production sociologique française. J'essaye de la lire pour nourrir, mais je trouve, j'apprends énormément de choses dans Jérôme Fourquet. C'est quelque chose qui me frappe incontestablement. Allez, rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Malheureusement pour les questions, il est 7h30. Merci.